Bonjour. Ce cours s'inscrit dans le pôle 2 du programme de sciences et techniques sanitaires et sociales qui s'intitule Quelle protection sociale pour garantir les individus contre les risques sociaux? Le premier chapitre de ce pôle 2 s'intitule Quelle est l'origine du système de protection sociale français? Il a pour objectif de vraiment présenter l'évolution du système de protection sociale français dans son histoire, d'identifier l'importance des modèles de référence qui ont permis la construction du modèle français, de présenter aussi les principes de solidarité et de responsabilité qui sont inhérents à ce système de protection sociale, de montrer que la protection sociale participe à la cohésion sociale du pays et évite son éclatement, d'aborder différentes techniques, de différencier plutôt les techniques d'assistance et d'assurance, de caractériser les notions de protection individuelle et collective, d'illustrer également le caractère complémentaire, subsidiaire ou supplémentaire des différentes composantes du système de protection sociale, et d'enfin présenter la sécurité sociale et situer sa place dans ce système. Donc pour cela, 3 parties dans ce chapitre. Nous allons commencer premièrement par le grand 1, donc quelle est l'histoire du système de protection sociale? Alors, tout d'abord ce schéma, qui nous permet de faire un petit rappel du système de protection sociale français. Il faut bien se rappeler que les libertés et les droits des individus sont reconnus dans différents textes qui ont marqué finalement l'histoire de notre société et qui ont permis petit à petit au système de protection sociale français de prendre toute son ampleur. Alors, parmi ces textes, on peut évoquer la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946, qui est repris par celle de 1958, et plus récemment, la Charte de l'environnement, qui est intégrée dans le préambule de la Constitution de 2005. Donc ces principes fondamentaux auxquels renvoient ces textes sont la base de la démocratie. Donc, premièrement, nous avons des droits inhérents à la personne humaine qui sont ici, et ces droits, donc, ce sont ceux qui sont établis par la Déclaration de 1789, comme l'égalité, la liberté, la sûreté, ou encore la résistance à l'oppression. Nous trouvons également des droits qui sont des conséquences des droits inhérents à la personne humaine. Il découle du principe d'égalité, comme le suffrage universel, l'égalité des sexes, mais aussi l'égalité devant la loi, l'emploi, la justice ou encore l'accès à la culture. Nous trouvons, et c'est ce qui nous intéresse davantage, les droits sociaux, c'est-à-dire les prestations qui sont à la charge de la collectivité. Alors, on y retrouve ici le droit à l'emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l'enseignement public, par exemple. Enfin, nous avons ce qu'on appelle des droits dits de troisième génération, qui sont énoncés dans la Charte de l'environnement, qui affirme le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. On peut parler ici notamment du développement durable ou encore du principe de précaution. Alors, il faut bien se rappeler qu'avant le XIXe siècle, il n'y avait pas donc de système de protection sociale et finalement, les droits des individus, la protection des individus reposaient uniquement sur la famille. Donc on parle de solidarité familiale, de l'Église, où on était plutôt finalement dans un environnement où c'était la charité qui prévalait, ou encore le milieu associatif. Et puis, donc arrive le 18e et le 19e siècle. Et là, on fait face au développement de l'activité économique, dont la base est la révolution industrielle. Donc à cette époque, la classe qu'on peut qualifier de travailleur ne pouvait compter que sur son salaire pour assurer ses conditions de vie. Donc en cas de réalisation d'un risque, d'un accident, il n'y avait que le fait de mettre de l'argent de côté qui permettait en fait finalement de faire face aux difficultés rencontrées. Ce mouvement d'industrialisation a amené une part de plus en plus importante de la population à migrer vers les zones urbaines. Ces populations donc, se sont alors trouvées privées des différentes formes de soutien qu'on évoquait préalablement, c'est-à-dire la famille, le religieux et l'associatif. À cette époque, le rapport de force
était avant tout au bénéfice des détenteurs des outils de travail, c'est-à-dire des employeurs, et donc ne permettait pas à ces groupes de s'organiser pour se protéger contre les conséquences des risques liés au vieillissement, à la maladie, aux accidents du travail ou encore au chômage. Il faut finalement attendre la fin du XIXe siècle et le début du XXe pour qu'un système d'assistance sociale voie le jour. Bien évidemment, à l'époque, celui-ci est très inefficace car il reposait sur la cotisation volontaire des salariés. Donc seuls les salariés qui souhaitaient cotiser étaient du coup assurés et vraiment n'étaient mobilisés que pour les personnes tombées dans la misère à cause de la vieillesse, de la maladie, d'un accident du travail ou du chômage. Il ne s'agissait pas d'un revenu de remplacement suffisant pour permettre aux personnes victimes de vivre dans des conditions décentes. D'ailleurs, une loi promulguée en 1898 marque un tournant, car elle établit la responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail. Concernant la retraite, une loi promulguée en 1910 a très peu d'impact. L'après-Deuxième Guerre mondiale permettra la mise en œuvre d'un système de protection sociale qui, lui, repose principalement sur la création de la sécurité sociale. À l'époque, le chef d'orchestre s'appelle Pierre Laroque. Il est en fait le directeur général de la sécurité sociale et c'est lui qui va promulguer et qui va participer à la rédaction des différentes ordonnances qui vont permettre à la sécurité sociale de voir le jour, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce développement du système est notamment lié au renversement des forces, c'est-à-dire que ce ne sont plus finalement les employeurs qui sont en position de force, mais finalement les travailleurs. Cela va permettre ce qu'on appelle l'avènement des 30 Glorieuses et le développement de l'État-providence. En effet, nous sommes dans une période de plein emploi, avec très peu de chômage, qui permet aux syndicats de prendre toute leur place. Ceux-ci défendent les droits sociaux et favorisent donc les progrès sociaux. Cela va se traduire par exemple par la génération du modèle du contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, ce qu'on appelle le CDI, la réduction du temps de travail, donc avec des semaines moins longues, l'allongement des congés payés, etc. La sécurité sociale et les différentes branches qui la composent s'inscrivent dans cette mouvance. Ce système doit fonctionner en respect de la loi sur la négociation entre les représentants des partenaires sociaux. Alors, les partenaires sociaux, ce sont en fait les représentants des salariés et des employeurs, qui sont finalement les syndicats. Et ceux-ci siègent dans les instances de décision au niveau de la sécurité sociale. Avec la crise économique et la montée du chômage, que l'on a vu après les 30 Glorieuses, le rapport de force va s'inverser à nouveau. Le développement des emplois précaires, reposant sur des contrats de travail moins protecteurs, illustre cette situation. Parallèlement, le système de protection sociale basé principalement sur la sécurité sociale doit s'adapter pour permettre aux personnes non affiliées à un régime et en situation de précarité d'être protégées contre certains risques sociaux. C'est-à-dire que les personnes qui autrefois étaient automatiquement assurées parce qu'elles travaillaient, ces personnes qui sont sans emploi, elles n'ouvrent pas de droits automatiquement et donc le système de protection sociale a dû s'adapter à cette nouvelle situation. Donc ici c'est la fin de cette première partie de ce chapitre.